La femme de Tchaïkovski, un film de Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Byron et Aliona Mikhailova. C'est l'histoire d'une tarée qui tombe amoureux d'un compositeur de musique, alors qu'elle ne l'a vu a priori qu'une seule fois, et qui va décider, qui va se mettre en tête de se marier avec lui, de vivre avec lui, enfin voilà, elle a une obsession pour ce mec, et elle veut absolument s'imposer là-dedans. Sauf que ce mec-là, il est pas du tout chaud, il lui explique d'entrée qu'il n'est pas intéressé par les femmes, qu'il n'a jamais intéressé par ça, qu'il a aussi des mauvais caractères, il lui cite ses points négatifs, donc voilà, il est bien clair avec elle, au début il refuse même sa proposition, donc voilà, j'en dis pas plus. Je me suis fait chier pendant ce film, 2h23 d'horreur quoi. Le film aurait pu durer 1 heure de moins, vraiment 1 heure de moins, ça aurait été beaucoup mieux quoi. C'est mou, c'est lent, alors d'accord, peut-être qu'il y a des beaux plans, des belles scènes, les acteurs jouent bien en soi, mais c'est juste le rythme est horrible et il se passe rien, quoi. C'est des films qui durent sur la longueur. Enfin, vraiment, je m'ennuie, quoi. Si les films durent plus de 2 heures, il faut vraiment qu'ils soient hyper bien rythmés, sinon c'est l'enfer. Et là, enfin, vraiment, à part suivre pendant 2h20 une tarée qui veut absolument se mettre avec ce mec, non, vraiment, j'ai pas d'empathie pour cette femme en plus, donc vu que c'est l'héroïne et tout, non, vraiment, c'était horrible à regarder, quoi. Alors voilà, le seul point positif, je dirais, hein, c'est facile, mais c'est le fait que ça soit russe. Et du coup, de voir un cinéma différent, d'entendre des langues différentes, ça fait plaisir. Mais sinon, voilà, quoi. Et après, le seul truc qui peut peut-être sauver le film, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, donc les personnages ont existé. Mais voilà, au-delà de ça, non, franchement, c'était vraiment chiant à regarder. Ant-Man et la guêpe, Quantumania de Jeff Loveness avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, etc. La suite des aventures de Ant-Man qui se passe cette fois-ci dans le monde quantique. Et ben, comme la quasi-totalité des films Marvel de la 4ème phase, bah c'est nul, à part celui que j'avais bien aimé, moi, c'était le Doctor Strange, que vraiment je trouvais pas mal. Sinon, tous les Marvel après Endgame sont vraiment nuls à chier. On se fait chier, le scénario est dégueulasse, les dialogues sont dégueulasses, l'humour est dégueulasse. Le pire du pire, c'est les effets spéciaux, mais quelle honte! Marvel, Disney, c'est une des industries les plus riches au monde. La qualité des effets spéciaux est dégueulasse. Vraiment, prêtez-y attention. Quand vous les voyez dans des espaces comme ça, vous voyez que c'est un fond vert, vous voyez qu'ils sont sur des plateaux. C'est une horreur, vraiment, la qualité est immonde. Et surtout, alors là, il n'y a pas comparaison, hein, mais vous mettez le Avatar à côté. Oh la claque visuelle comparée à Ant-Man. Ouais, y a rien, et c'est tout le temps pareil. Les ressorts comiques sont les mêmes, les scènes d'action sont les mêmes, les Deus Ex Machina, quand il y a une armée qui va aider les personnages, c'est vu et revu. Vraiment, il n'y a absolument aucune originalité. Et le méchant, qui à la base est un méchant que j'aime bien, qui est dans la série Loki sur Disney+, il est pas intéressant non plus, quoi. Il est pas intéressant, et en fait, même si j'aime bien l'acteur, j'aime bien comment il l'interprète, je trouve ce personnage inexploitable. C'est l'architecte quelque part des univers, donc notre univers est façonné plus ou moins par ce mec, en gros il sait tout, il a le destin, le passé, le futur, il est omniscient, il connaît tout, donc il connaît le moindre de tes mouvements futurs et tout. Et en fait, donc, pour moi ça fait un personnage qui est imbattable, vu que de toute façon il connaît l'histoire, donc quel que soit ce que tu veux faire, il le connaîtra. Alors là je pense que ça a été bien mis dans le sens où ils sont dans le monde quantique, et apparemment dans le monde quantique, ce qui se passe dans l'univers n'est pas pareil, donc ça ils ont bien joué, parce que sur les lois de la physique, effectivement, le monde quantique est différent du monde macroscopique, donc en fait il a pas autant de pouvoir que quand il est dans le monde macro. Donc en soi, ça voilà, c'est pas trop mal. Mais enfin voilà, le personnage est pas intéressant dans le film, et ouais, franchement non, c'est nul. Et puis encore une fois, le problème avec Marvel et les Avengers, c'est qu'ils battent tout le temps des méga ennemis quand ils sont pleins, et du coup, un film où il y a qu'un super-héros, donc là que Ant-Man, bah tu te dis, un mec par exemple là comme Kang, qui va être un des badass de la prochaine phase Marvel, bah il arrive à il arrive à le défoncer. Et en plus de ça, même par une armée de fourmis, donc c'est un peu ridicule quoi. Donc c'est ça qui est difficile d'arriver à mettre des enjeux intéressants, des rapports de force et tout. Enfin, il y a un truc qui va pas, sachant que dans les Avengers, Ant-Man il sert quasiment à rien à chaque fois. Donc c'est pour ça, là voir que Ant-Man tout seul arrive à défoncer Kang, ça fait pas très peur, quoi. En plus, je suis allé le lendemain de la sortie, un jeudi soir, il n'y avait personne dans la salle. Et quelque part, ça me fait plaisir. Parce que au moins, enfin, j'espère que ça va continuer comme ça dans cet élan-là. Alors ça va faire mal pour le cinéma en vrai, parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Mais au moins, ça va faire prendre conscience aux studios, aux réalisateurs et tout ça, d'arrêter de nous vendre de la merde.
Parce qu'en fait, il suffit plus de mettre des effets spéciaux dans les coins et des blagues rigolotes pour qu'on apprécie les films. Là, vraiment, c'est de la merde. Donnez-nous de la qualité, et il y a de quoi faire, et vous pouvez faire des bons films avec des Marvel. Mais là, non, c'est nul, quoi. Le niveau est vraiment bas. Donc non, je conseille absolument pas ce film. Le pire voisin au monde, de Mark Forster, avec Tom Hanks. C'est un mec qui est veuf, qui vit seul dans un petit lotissement, donc avec quelques autres voisins, et qui est tout simplement le plus casse-couille au monde. C'est-à-dire qu'il va chipoter pour le moindre truc, il va être très procédurier, très réglementaire, dans la loi, etc. Donc, clairement, oui, il va casser les couilles à tout le monde. C'est quelqu'un de très aigri et tout ça. Et il y a une famille qui va emménager juste en face de chez lui, dont la femme est mexicaine, je crois, en tout cas est d'origine latine, et qui, elle, est une bonne vivante, aime offrir des choses, est généreuse, etc. Et il va avoir une confrontation comme ça de caractère entre les deux. J'ai absolument rien à dire sur le film. En fait, à la première seconde du film, j'avais envie qu'il se termine, parce que je savais exactement tout ce qui allait se passer dedans. C'est ce genre de film que tu regardes vraiment passivement, en fait. Enfin, tu sais tout ce qui va se passer. Le personnage, c'est un personnage connu, c'est le mec grognon, qui bien sûr va finir par être gentil à la fin. Il y a rien qui est étonnant, qui change. Bien sûr, dès le début, on se dit, ah bah tiens, pourquoi il est comme ça? C'est sûrement parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc bon, dès le début du film, on sait qu'il est veuf, donc forcément que sa femme est morte. Mais franchement, il y a absolument zéro intérêt en termes de nouveauté, de fraîcheur, d'originalité. Ah vraiment, c'est ce genre de film, aucune surprise quoi. Alors après, est-ce qu'il joue bien, est-ce qu'il joue mal, bon après c'est Tom Hanks, c'est un bon acteur, hein, mais vraiment non, là le film il a absolument aucun intérêt, il y a aucune scène qui m'a marqué. Dans un mois j'aurais oublié le film, donc non vraiment ce film n'a absolument aucun intérêt. Par amour pour Tom Hanks vous pouvez aller le voir, mais bon sinon je pense qu'il y a d'autres films à voir. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch et plein d'autres acteurs. C'est les aventures d'Astérix et Obélix qui vont se dérouler cette fois-ci en Chine, où en fait il va avoir ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a plusieurs empires, plusieurs royaumes qui sont un peu en rivalité, il y a une impératrice qui les gouverne tous, il y a des empires voisins qui veulent plus ou moins la place de l'impératrice. Elle va se faire renverser par un des royaumes. La fille de l'impératrice, donc la princesse, va se rendre en Gaule parce que déjà, apparemment, elle kiffe cette région. Elle avait toujours rêvé d'y aller, donc c'est l'occasion. Et d'aller là-bas et de demander l'aide des Gaulois pour sauver sa mère et rétablir en gros un peu l'empire, quoi. Bah, je suis désolé, mais je me range de l'avis majoritaire de ce que les gens ont pensé, en tout cas de ce que les critiques ont pensé. C'est sûr que la comparaison avec Cléopâtre, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que je pense on ne fera jamais mieux. Ça a été un film culte, un super film, et voilà, faut arrêter dès qu'un autre Astérix Obélix vouloir comparer. Oh, je vous assure, dès les premières scènes, j'étais gêné. De base, la bande à Canet, je l'aime bien, ils sont sympas. Mais c'est gênant, les premières scènes, j'étais gêné pour eux. Je me disais, mais non, pourquoi commencer si mal? Les dialogues, les scènes, comment elles se déroulaient, tout, c'est... Alors après, dans le film, après, ça allait mieux, il y avait quand même un peu de mieux. Il y a des personnages que j'ai bien aimés, comme Ramzy et José Garcia. Et sinon, voilà, il y a quelques scènes qui sont rigolotes dedans, mais... Oh là là, c'est tellement poussif, c'est tellement... Pas des blagues, tu les vois toutes venir, tu sais à l'avance les punchlines et les dialogues qu'il va avoir. C'est trop facile, quoi, et puis c'est pas très drôle. Alors, j'avais entendu comme quoi, oui, le fait qu'il y ait trop de guests et tout ça, ça fait bling bling et tout, et ça apporte rien. Alors, en soi, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que, à l'inverse du Astérix avec les Jeux Olympiques, où là, je trouve que c'était dégueulasse, là, je trouve que ça va, et où il y a plein de guests, effectivement, mais c'est rigolo de les voir, et c'est pas... Enfin, voilà... Ça serait d'autres acteurs lambda, je veux dire, la scène, elle est pas rajoutée juste parce que c'est eux. Donc, en soi, non, pour le fait qu'il y ait eu plein de guests, tout ça, ça m'a pas du tout dérangé. Mais le film, oui, il est oubliable aussi, hein, il est pas très intéressant. Et, ah oui, il y a aussi un truc que j'avais noté, et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec, c'était l'incarnation même d'Astérix et Obélix, avec les deux acteurs. Alors, autant Astérix, j'ai pas forcément trop de mal, mais c'est vrai que le rôle d'Obélix avec Gilles Lelouch, c'est vrai que ça ne va pas du tout. Le rôle du gros Obélix de la bande dessinée, bah là on l'en trouve pas parce qu'il est presque musclé quoi, Gilles Lelouch, au niveau du haut du corps, des épaules et tout, donc le vieux rembourrage qui est en bas, enfin ouais il est pas du tout crédible, et c'est vrai qu'effectivement, alors encore une fois faut pas comparer, mais
le duo clavier de Pardieu, vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Après, le film est pas dégueulasse non plus, hein, ça reste une comédie sympa française, qui est même mieux que la plupart des comédies françaises de base qu'on nous sert là tous les mois. Il reste quand même sympa à regarder, quoi, mais après, voilà, il vole pas très haut. Le film Knock at the Cabin de Night Shyamalan avec Dave Bautista, Jonathan Groff et Ben Aldridge. C'est l'histoire d'un couple homosexuel accompagné de leur petite fille adoptive chinoise qui partent en week-end ou en vacances dans une petite cabane paumée en pleine forêt et qui vont être accostés pendant leurs vacances par un groupe de 4 personnes. Ces gens-là vont leur expliquer qu'ils vont devoir faire un choix très dur pour sauver le monde et que s'ils ne font pas ce choix, le monde est condamné. En règle générale, les films de Night Shyamalan sont originaux, on peut pas lui enlever. Là, le film est adapté d'un roman, donc on peut pas dire que ça soit une idée originale. Mais en tout cas, le concept est vraiment bien. Dave Bautista joue très bien dans ce rôle-là. On peut noter aussi la présence, alors j'ai plus le nom de l'acteur, mais de Ron de Harry Potter. Je trouve que le film passe assez vite, on s'ennuie pas. Alors, il y a pas vraiment de rebondissement dans le film, hein. On voit ce qui va se passer, ça suit le cheminement normal de ce qu'on annonce depuis le début du film. Mais voilà, ça se passe bien, les scènes sont prenantes, on est quand même dedans à chaque moment. Quand ces 4 personnes annoncent cette espèce d'apocalypse, bien sûr le couple, ils n'y croient pas du tout, hein, au début en tout cas, ils disent mais c'est quoi ces tarés qui veulent qu'on se suicide ou qu'on se sacrifie pour sauver le monde. Et en fait ce qui est dommage, donc sans dévoiler la fin, mais c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'ambiguïté sur est-ce que c'est vraiment de simples tarés ou est-ce qu'il y a vraiment une histoire d'apocalypse. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'on voit trop si c'est vrai ou pas. Mais sinon voilà, le film vaut le coup. Et alors ma scène préférée, et qui est d'ailleurs pour moi une des meilleures scènes de fin de cinéma. Le film est loin d'être dans les meilleurs films, mais je parle vraiment en termes de scène de fin, parce que c'est très dur de faire une scène de fin très bien. Il y a beaucoup de films qui peuvent être excellents, et qui n'ont pas forcément des scènes de fin ouf, quoi. Généralement, la scène de fin, c'est ce qui va conclure le film, on sait déjà, il y a eu la résolution de l'intrigue, on sait déjà tout ce qui va se passer, et la scène de fin, c'est juste pour dire, bon bah voilà, faut mettre une petite scène, et puis c'est fini. Donc je trouve en général que dans chaque film, les scènes de fin sont les moins travaillées, et les moins intéressantes. Et donc là, même si la scène de fin en soi n'a pas d'intérêt particulier, je trouve qu'elle est superbe. Il y a un mélange d'humour et de drame dans cette scène. Elle est vraiment très belle et c'est dosé parfaitement avec ce qu'on voit dans la scène. Je la trouve vraiment très belle. Donc sur ce, l'histoire est originale. Je vous conseille d'aller le voir. Un homme heureux de Tristan Seguela avec Fabrice Lucchini et Catherine Fro. C'est l'histoire d'une femme qui a la cinquantaine, qui est mariée avec le maire de la ville, et qui en fait a toujours été homme, et qui l'a toujours plus ou moins refoulé, ou en tout cas mis ce désir de côté pour sa vie de famille, son mariage, ses enfants, et donc voilà, qui à 50 ans décide de changer de vie, qui veut s'assumer en tant qu'homme, et donc qui va l'annoncer à son mari. Bien sûr, le maire qui est très réactionnaire, très fermé, etc. De base, là en plus d'apprendre que sa femme est un homme, c'est la goutte d'eau, et donc voilà, il va se passer tout plein de choses. Le film est pas mal, j'ai quand même passé un bon moment. À la fois, le personnage de Lucchini, il est marrant, de toute façon c'est les personnages de Lucchini, quoi. Bon là il en fait pas non plus des caisses, mais voilà, ces scènes avec lui, sa façon de réagir, tout ça sont bien faites, et le personnage de Catherine Fro est vraiment très bien fait. L'actrice elle joue très très bien, son passage en homme, comment elle se grime et tout, mais mine de rien je trouve que ça lui va bien, et voilà, il y a quand même un côté on va dire un peu sérieux par rapport à ce qu'elle ressent. Alors bon, c'est pas non plus poussé, c'est pas un drame hein, le film, c'est une comédie, mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir utilisé ce sujet dans une comédie. Ça change un peu de toutes les comédies qu'on voit. Donc je conseille ce film. Alibicom.2 de Philippe Lachaud, avec notamment la bande à Fifi. Donc c'est la suite du premier volet, donc c'est une agence qui s'occupe de vous créer des alibis en cas de problème, si vous voulez avoir un bon alibi. Là, comme c'est la suite, le personnage principal, donc, qui est en couple avec donc, sa copine, il décide de se marier, sauf que pour le mariage, il doit présenter ses parents à la belle famille. Apparemment ses parents sont horribles et il ose pas les présenter, donc il va faire un dernier alibi pour le mariage avec l'aide de ses amis. Bien évidemment, ça va pas se passer comme sur des roulettes, donc ça va être un joyeux bordel. Alors je l'ai trouvé, on va dire, aussi réussi que le premier, ça reste vraiment dans la même volée. J'ai passé un bon moment quand même. Alors certes, c'est pas un film culte, hein, même dans le domaine de la comédie, mais il y a des bonnes vannes aussi, il y a des scènes qui sont sympas. Les acteurs, enfin la bande, moi je l'aime bien. Ils se prennent pas forcément au sérieux, donc voilà, on retrouve vraiment les mêmes mimiques, les mêmes expressions, les mêmes les effets de style et tout ça dans les scènes. Mais voilà, c'est propre à eux, à Philippe Lachaud, puis à la bande, donc voilà, si on aime ça, c'est normal de le retrouver. Si vous aimez tous leurs films, voilà, c'est la continuité, donc allez-y.
Après, voilà, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre non plus. Voilà, on passe quand même un bon moment. The Fabelman de Steven Spielberg, avec Gabriel Labelle, Michelle Williams et Paul Dano. C'est l'histoire d'un gamin qui grandit dans une famille juive plutôt aisée, et qui a une passion pour le cinéma, et depuis son tout jeune âge va faire des films, tout simplement, avec les caméscopes qu'il a à disposition de ses parents. Et donc on va suivre son enfance, donc notamment le fait qu'il va beaucoup déménager d'un endroit à l'autre, et suivre un peu voilà comment il va se servir des gens pour les filmer, mettre en scène les choses et tout. Et en fait le film c'est une histoire de famille, hein, tout simplement. C'est un film, on va dire, métaphysique, qui est une ode à l'amour du cinéma, et tout simplement à la vie de Spielberg lui-même. En fait, il reprend sa vie. Alors le film est très bien, il est très agréable à regarder, les images sont belles, enfin voilà, après on est sur du Spielberg, hein, donc c'est de qualité, les personnages sont intéressants, alors on retrouve ce côté un peu enfant, les films enfantins de Spielberg, où il y a toujours les mêmes personnages, la même façon un peu de jouer, de mettre en scène, tout ça. Après, en soi, c'est pas un film inoubliable. En fait, ça me fait penser au film de Top Gun Maverick, c'est-à-dire que c'est un film en fait des années 90, ça reprend tous les codes, hein, de l'image, au jeu d'acteurs, aux scènes et tout, mais on passe un bon moment devant. On sait le genre de film qu'on va voir, on s'attend à rien d'autre, comme Top Gun où c'était un pur film d'action, mais ça reprenait vraiment les codes des anciens films, mais c'était bien, c'est ce qu'on voulait voir. Et là, pour The Fabelman, c'est pareil, il y a zéro nouveauté, il y a rien de fou, le scénario, rien d'exceptionnel, mais voilà, on passe un bon moment, c'est ce qu'on peut dire le film popcorn, quoi. Ça me faisait penser un peu au film Babylone aussi, qui est au cinéma en ce moment, où on voit un peu les arrières du cinéma, comment on fait les choses et tout ça. Bon là c'est au niveau d'un gamin. Enfin voilà, tous les petits trucs et astuces, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film. Bon là j'ai vu l'encensement des critiques, faut pas exagérer, hein. C'est très bien fait, c'était sûrement ce qu'ils voulaient faire, il y a rien à dire de négatif dessus, mais voilà, le film est quand même oubliable, et je pense pas, par exemple moi personnellement, que je reverrai ce film. Mais en tout cas, il vaut le coup à voir au moins une fois. Emmett-Till de Shinoni Shoku, avec Daniel Deadweiler. C'est l'histoire d'une mère afro-américaine qui vit à Chicago dans les années, je crois que c'est en 1955, avec son fils, qui est âgé de 14 ans, dont son mari est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Son fils va aller dans le Mississippi pour retrouver des cousins et des oncles et tout ça, parce qu'en fait, cette femme vivait auparavant dans le Mississippi, mais ils ont préféré migrer vers le nord à cause des problèmes de racisme et de ségrégation. Et malheureusement, ça va mal se passer, son enfant va se faire tabasser, lyncher, et va finir donc mort. Elle et son entourage vont tout faire pour que cette affaire soit médiatisée au plus possible, entendu par le plus de monde, et que ça choque l'opinion publique, etc., pour faire changer les mentalités, et aussi qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau de la loi, notamment concernant le lynchage. C'est un très bon film, je trouve que les acteurs jouent très bien, le fils, même si on ne le voit pas beaucoup, il a vraiment une très bonne tête, il inspire vraiment le bonheur, la joie, la gaieté, et la mère, l'actrice est excellente. Il y a énormément, pendant tout le film, c'est vraiment concentré sur son visage, à travers tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle endure, et vraiment elle joue extrêmement bien. L'histoire, elle est tragique, et vraiment elle est horrible, quoi. Enfin, alors bien sûr, on en a entendu des histoires comme ça qui concernent des Noirs qui se font maltraiter aux États-Unis, mais vraiment c'est affreux. Alors il y a des scènes, mais en fait on comprend pas. Enfin, on peut être raciste, on peut ne pas aimer une personne. Tu peux garder pour toi les choses que t'aimes pas, mais de là à l'exprimer sur autrui, je trouve ça, mais... Et là, alors oui, c'est peut-être des clichés ou pas, ou peut-être qu'avant, tous les gens étaient des connards, mais quand tu vois là comment ils étaient traités, c'est... Enfin, moi je comprends que des films comme ça, enfin, quand t'es noir, mais tu dois avoir une haine des blancs, quoi. Enfin, c'est vraiment insupportable, quoi. Et de voir comme la population blanche en général s'en fout quasiment, parce que ce que j'ai remarqué quand même, c'était sûrement vrai, hein, parce que l'histoire est vraie, c'est de voir le nombre quasiment à zéro de blancs qui les soutiennent. C'est-à-dire que du début à la fin, quand on les voit même faire des beaux discours et tout ça, ou... Enfin, dans tous leurs combats, je crois qu'il n'y a pas un seul blanc avec eux. Alors dans la réalité, bien sûr qu'il y a des blancs qui ont été pour la cause et tout, mais enfin ouais, je trouve vraiment que c'est quand même affreux, quoi. Enfin, heureusement que les mentalités ont changé, quoi, mais là tu te dis, mais le gosse, en plus, il avait 14 ans, se faire tabasser la gueule comme ça et tout, c'est vraiment affreux, quoi. Donc ouais, c'est un film qui a pas fait beaucoup de bruit, c'est dommage, parce que ouais, c'est vraiment un très beau film, quoi, sur ce drame. Et surtout que c'est une histoire vraie, et donc à la fin du film, il y a des textes qui nous apprennent sur ce qui s'est passé après et tout ça, et il y a des choses qui sont vraiment choquantes, quoi. Donc je conseille le film.